Banyuls-sur-Mer se situe sur la côte méditerranéenne, près de la frontière espagnole. Mayol y naît dans une famille catalane et garde toute sa vie un lien concret avec ce territoire. Il y revient régulièrement, y installe des ateliers et y achève sa vie. La lumière, les collines et la mer de Banyuls sont souvent invoqués pour expliquer son œuvre, mais les faits permettent surtout d'établir une fidélité géographique durable. Le village reste l'un de ses principaux lieux de travail, bien après sa formation à Paris. Après plusieurs tentatives, Mayol est admis à l'école des Beaux-Arts en 1885. Il étudie la peinture dans l'atelier d'Alexandre Cabanel, puis dans celui de Jean-Léon Gérôme. Ses maîtres représentent une tradition académique fondée sur le dessin, l'étude du nu, la composition et les sujets historiques ou mythologiques. Mayol apprend donc d'abord les méthodes de la peinture officielle, alors même que son œuvre future s'éloignera fortement de l'illusion picturale et de la narration savante. Ses premières années parisiennes ne le transforment pas en peintre reconnu. Il expose, cherche sa place et fréquente les milieux artistiques de son temps, mais sa carrière ne se stabilise pas par la peinture. Ce constat a des conséquences matérielles autant qu'esthétiques. Pour vivre de son travail et poursuivre ses recherches, il se tourne vers un domaine souvent considéré à l'époque comme un art décoratif, la tapisserie. La tapisserie lui donne un terrain pratique pour approfondir cette idée. À Banyuls-sur-Mer, Mayol conçoit des cartons, dessine des figures et s'investit dans un travail textile, exigeant, où chaque ligne doit être transposée en laine, en couleur et en surface. Une tapisserie ne permet pas l'infinité des nuances d'une peinture à l'huile. Elle oblige l'artiste à choisir, à réduire, à ordonner les formes avant leur exécution. Vers la fin des années 1890, les reliefs et les petites sculptures prennent davantage de place dans son activité. Le passage à la sculpture est progressif. Mayol ne quitte pas soudainement un médium pour un autre à une date unique. Il avance par essai, en travaillant le bois, la terre et le plâtre, puis en développant des figures plus autonomes. Les premiers reliefs montrent déjà son intérêt pour les corps sans anecdote, là où beaucoup de sculptures de la fin du XIXe siècle privilégient le mouvement dramatique, la virtuosité anatomique ou le sujet littéraire, Mayol cherche une présence plus concentrée. Le corps ne sert pas seulement à raconter, il devient l'élément principal d'une architecture de volume. Cette orientation l'éloigne de l'expressivité tourmentée, alors associée à Auguste Rodin, figure dominante de la sculpture française. Mayol ne nie pas l'importance de Rodin, mais il propose une autre direction. Ces figures tendent vers l'immobilité, la stabilité et la continuité des masses. Les bras, les jambes et le torse sont pensés comme des éléments liés, plutôt que comme des fragments destinés à manifester une émotion immédiate. Cette reconnaissance ne repose pas sur une accumulation de commandes monumentales dès le départ. Elle repose d'abord sur une idée formelle claire. Mayol donne à la sculpture moderne une figure humaine débarrassée d'une grande part du décor, de l'illustration et du pathos. Ces statues semblent souvent simples au premier regard, mais cette simplicité est le résultat d'un long tri entre ce qui était nécessaire à la forme et ce qui peut être retiré. L'œuvre qui résume le mieux cette conquête est la Méditerranée. Mayol commence à la concevoir au début du XXe siècle, sous le titre initial de Pensée. La figure représente une femme assise, repliée dans une pose qui tient autant de la construction géométrique que de l'observation du corps. Le bras, le genou, le torse et la tête composent un ensemble fermé, presque circulaire. La Méditerranée n'est pas un portrait psychologique de la mer, ni une illustration d'un paysage méditerranéen.
Le titre suggère un univers, mais la sculpture agit par ses équilibres matériels. Le corps se replie sans paraître fragile. La figure était massive, mais elle ne paraît pas lourde. Son immobilité n'exprime pas l'absence de tension, elle résulte d'une distribution très calculée des volumes. La Méditerranée contribue à installer Mayol parmi les artistes majeurs de son époque. La sculpture moderne ne se réduit pas à une seule voie, et Mayol n'étant pas le seul à simplifier le corps humain. Constantin Brancusi, Henri Matisse, Pablo Picasso et d'autres artistes explorent eux aussi de nouvelles relations entre volume, abstraction et figure. Mais Mayol occupe une place particulière. Il maintient le nu féminin comme sujet central, tout en lui retirant presque toute fonction narrative. Son succès modifie la nature de son travail. Il reçoit davantage de commandes, expose plus largement et voit ses œuvres circuler dans des collections européennes et américaines. Cette visibilité lui permet de travailler à des formats plus ambitieux et de faire réaliser des fontes en bronze. La matière contribue à l'autorité de ces figures. Le bronze conserve la souplesse du modelage tout en donnant à la sculpture une permanence et une diffusion nouvelles. Mayol réalise également des monuments publics et des œuvres commémoratives. Son monument à Cézanne, conçu pour Aix-en-Provence, rend hommage au peintre Paul Cézanne sans recourir à une statue portrait de l'artiste. Il choisit encore une figure féminine. Cette décision montre à quel point son vocabulaire personnel s'est imposé. Même lorsqu'il répond à une commande commémorative, il préfère construire une présence allégorique plutôt que représenter littéralement le défunt. Cette préférence peut surprendre, car le monument public attend souvent une histoire reconnaissable, un héros, une inscription ou une scène. Mayol réduit au contraire le commentaire. Il fait confiance à la posture, à l'équilibre et à la densité du corps. Ce choix est cohérent avec toute son œuvre. La sculpture n'a pas besoin d'accumuler des signes pour produire une force visuelle. Au fil des décennies, ces figures prennent des titres comme l'action enchaînée, Pomone, l'air, la rivière ou l'harmonie. Ces titres orientent pour la lecture, mais les corps ne deviennent jamais de simples illustrations. La rivière, par exemple, se déploie horizontalement dans un mouvement qui évoque une chute ou un glissement. Pourtant, l'œuvre reste avant tout une organisation de lignes et de masses, construite autour d'un corps étiré. Mayol rencontre Dina Vierny en 1934. Elle est alors très jeune. Elle pose pour lui et devient une présence importante dans son travail de maturité. Plusieurs sculptures, dessins et études de cette période sont associés à son image. Le fait essentiel est artistique et documentaire. Elle offre à Mayol un modèle régulier au moment où il continue de développer ses figures féminines avec une grande économie de détails. Les années de 1930 ne sont pas seulement une période de maturité artistique, elles conduisent aussi Mayol vers une époque de guerre. La Seconde Guerre mondiale affecte directement la France, les circulations d'œuvres, les collections et les personnes proches de l'artiste. Mayol reste lié à Banyuls-sur-Mer, région frontalière, où la proximité de l'Espagne donne au contexte local une importance particulière durant l'occupation. Son influence est particulièrement visible dans le statut nouveau accordé à la masse sculpturale. Chez lui, le corps humain n'est plus obligé d'être dramatique pour être monumental. Il peut être assis, couché, penché ou debout sans devenir passif. Sa force vient de la relation entre les parties. L'épaisseur du torse répond à la courbe de la cuisse, l'inclinaison de la tête équilibre le mouvement des bras, et la surface retient la lumière sans se dissoudre dans le détail. Cette présence muséale n'empêche pas les débats sur la réception de son œuvre. Certains regardent ces nus comme des images de sérénité et de perfection formelle. D'autres
interroge Nietzsche le rapport entre le regard masculin du sculpteur, ses modèles et la répétition du corps féminin comme sujet central. Ces discussions existent, mais elles gagnent à partir des œuvres, de leurs conditions de production et des relations documentées, plutôt que de prêter à Mayol des intentions impossibles à vérifier. De Banyuls-sur-Mer à Paris, de la peinture à la tapisserie, puis de la tapisserie aux bronzes monumentaux, Mayol construit son style par déplacements successifs. Son succès ne vient pas d'un effet de mode ou d'une virtuosité décorative. Il vient d'un choix constant, retirer ce qui disperse le regard pour donner aux corps une forme plus dense, plus stable et plus durable.